L'aube se levait sur l'archipel comme une lame pâle glissant entre les montagnes. Les brumes s'accrochaient aux vallées, aux rizières noyées d'eau froide, aux chemins de terre battus où résonnaient déjà les pas des hommes en armes. Le Japon était entré dans une ère où plus rien n'était immobile, où les anciennes certitudes s'effondraient comme des châteaux de bois sous le feu. On l'appellerait plus tard l'époque Sengoku, l'ère des provinces en guerre. Mais pour ceux qui y vivaient, ce n'était ni une période ni un concept. C'était le monde tel qu'il existait, brutal, fragmenté, sans repos. L'autorité impériale, autrefois lointaine mais incontestée, n'était plus qu'une ombre cérémonielle. Les shoguns eux-mêmes avaient perdu leur emprise. Dans les provinces, les seigneurs de guerre s'élevaient et tombaient comme des vagues successives, chacun convaincu que le ciel l'avait choisi, chacun prêt à incendier villages et temples pour étendre son domaine d'un fleuve à l'autre. Les alliances se faisaient et se défaisaient au fil des saisons. Un mariage aujourd'hui pouvait devenir une trahison demain. Une promesse scellée au saké pouvait être rompue au premier signe de faiblesse. Au cœur de ce chaos marchaient les samouraïs. Ils n'étaient pas encore les figures figées par la légende, ni les gardiens idéalisés d'un code parfaitement défini. Ils étaient des hommes de chair et de sang, élevés dans le fracas des armes, façonnés par la peur, la loyauté, l'ambition et la nécessité de survivre. Certains naissaient dans des familles guerrières anciennes, d'autres s'élevaient depuis la paysannerie ou les rangs inférieurs par la seule force de leur talent et de leur audace. Le champ de bataille ne faisait pas de distinction entre les lignées lorsque les flèches obscurcissaient le ciel. Les forteresses poussaient sur les collines comme des excroissances de bois et de pierre. Autour d'elles, des villes entières se transformaient en camps permanents. Les forgerons travaillaient jour et nuit, martelant le fer chauffé à blanc, donnant naissance à des lames courbes dont la surface semblait vivante. Chaque sabre portait en lui l'âme de son créateur et le destin de celui qui le brandirait. Les armures, laquées et nouées de cordes de soie, mêlaient élégance et fonctionnalité, conçues pour résister aux flèches autant qu'aux coups de lance. La guerre n'était plus un affrontement rituel entre élites se défiant par leur nom et leur généalogie. Elle était devenue totale. Les armées grossissaient, intégrant des fantassins recrutés parmi les paysans, armés de longues lances et bientôt d'armes nouvelles dont le tonnerre changeait la nature même du combat. Les anciens idéaux vacillaient face à l'efficacité brute. Gagner importait plus que la manière. Dans ce monde instable, certains noms commençaient à se murmurer avec crainte ou admiration. Des seigneurs capables de transformer des provinces entières en machines de guerre, des stratèges dont l'intelligence égalait la cruauté, des guerriers solitaires dont les exploits semblaient défier toute logique. Chacun d'eux avançait porté par une vision différente. L'un rêvait d'unifier le pays sous sa bannière, l'autre de venger une humiliation passée, un troisième simplement de survivre un jour de plus. Et pendant que les armées s'affrontaient, le peuple endurait, les champs étaient piétinés par les chevaux, les récoltes réquisitionnées, les villages déplacés ou rayés de la carte. Les moines priaient pour la paix tout en érigeant leur propre milice. Les dieux semblaient silencieux, ou peut-être observaient-ils, indifférents, la danse sanglante des hommes. Ainsi commençait l'histoire des samouraïs du Sengoku, non pas comme une légende noble et ordonnée, mais comme une longue nuit traversée d'éclairs, où chaque bataille, chaque trahison, chaque serment brisé rapprochait le Japon d'un destin encore invisible. Une époque où l'acier décidait de la vérité et où l'honneur, sans cesse invoqué, devait lutter pour ne pas être englouti par la guerre elle-même. La guerre, au Sengoku, n'avait ni saison ni pause. Lorsque les combats s'éloignaient d'une province, ils surgissaient dans une autre comme un incendie porté par le vent. Les routes étaient envahies de réfugiés silencieux, portant sur leur dos ce qu'il restait de leur vie. Les samouraïs les croisaient sans toujours les voir, le regard déjà tourné vers la prochaine bataille, vers le prochain ordre à exécuter. Dans les demeures fortifiées des seigneurs, les conseils de guerre se tenaient à la lueur des torches. Des cartes grossières,
tracés à l'encre noire, étaient déroulés sur des planches de bois. On y marquait des rivières, des cols, des châteaux ennemis. Chaque trait représentait du sang à venir. Les stratèges parlaient de ravitaillement, de troupes, de timing, mais tous savaient qu'un seul événement imprévu, une trahison, une tempête, une rumeur, pouvait réduire ses plans en poussière. Le samouraï, lui, vivait dans l'instant suspendu entre l'ordre reçu et l'exécution. Il se levait avant l'aube, ajustait son armure encore humide de rosée, vérifiait la tension de son arc, la netteté de sa lame. Certains priaient en silence, d'autres riaient trop fort, comme pour défier la mort. Tous savaient que la journée pouvait être la dernière. Et pourtant, ils avançaient sur les champs de bataille. Le chaos régnait. Les cris se mêlaient au fracas du métal, à l'odeur âcre de la poudre et du sang. Les bannières claquaient au vent, servant de repère dans la confusion. On combattait pour son Seigneur, pour son unité, parfois simplement pour l'homme à côté de soi. Les formations se brisaient, se reformaient, disparaissaient. Un héros pouvait tomber anonymement dans la boue, tandis qu'un guerrier obscur gagnait un renom éternel par un seul geste décisif. Mais la guerre ne se limitait pas à l'affrontement direct. Elle s'infiltrait dans les esprits. Les espions parcouraient les provinces déguisés en moines ou en marchands. Les lettres codées circulaient la nuit. Un château pouvait tomber non par la force, mais par la famine, la peur ou la corruption. Apprendre à attendre, à tromper, à frapper au moment exact devenait aussi important que savoir manier le sabre. Peu à peu, dans ce tumulte incessant, une transformation s'opérait. Le samouraï cessait d'être seulement un guerrier au service d'un maître. Il devenait un instrument d'un ordre nouveau en gestation, sans encore le comprendre. Les valeurs anciennes étaient mises à l'épreuve. La loyauté absolue entrait en conflit avec l'instinct de survie. L'honneur se redéfinissait face à l'efficacité et à la victoire. Et tandis que les batailles se succédaient, que les provinces changèrent de main, une question silencieuse hantait les esprits les plus lucides. Combien de temps ce monde fragmenté pouvait-il encore tenir avant qu'un seul homme ou une seule vision ne tente d'imposer une fin à cette guerre sans fin? Avec le temps, la guerre cessa d'être un événement exceptionnel. Elle devint un état permanent, une respiration lourde et irrégulière qui rythmait chaque existence. Les enfants naissaient dans des provinces déjà dévastées, grandissaient au son lointain des tambours militaires, apprenaient très tôt à distinguer les bannières amies de celles qu'il fallait craindre. Pour eux, la paix n'était qu'un mot ancien, prononcé par les vieillards avec une nostalgie presque irréelle. Dans les clans guerriers, l'éducation changea de nature. On n'enseignait plus seulement l'art du combat, mais celui de l'adaptation. Le jeune samouraï apprenait à survivre à la défaite autant qu'à la victoire. Il apprenait à changer de maître lorsque le sien tombait, à dissimuler ses émotions, à lire les intentions derrière les silences. La rigidité des traditions anciennes se fissurait sous la pression d'un monde qui récompensait la souplesse et punissait l'hésitation. Les châteaux se transformèrent. Jadis résidences symboliques, ils devinrent des forteresses complexes, hérissées de murs concentriques, de fossés profonds, de portes piégées. La pierre remplaçait peu à peu le bois, signe que la guerre n'était plus transitoire, mais destinée à durer. Autour de ces places fortes naissaient des villes entières, peuplées d'artisans, de marchands, de soldats. La guerre créait sa propre économie, nourrissait ceux qui savaient en tirer profit. Dans l'ombre de ces citadelles, les rivalités s'aiguisèrent, les frères se défiaient pour l'héritage, les vassaux complotaient contre leurs seigneurs, les alliances matrimoniales devenaient des armes aussi tranchantes que les sabres. La confiance était un luxe dangereux. Chaque sourire pouvait cacher un calcul, chaque faveur appelait une dette future. Pourtant, au milieu de cette brutalité, une forme de discipline intérieure prenait racine. Face à l'imprévisibilité constante, certains samouraïs cherchaient une stabilité ailleurs que dans le monde extérieur. Ils se tournaient vers la méditation, vers des pratiques austères qui leur apprenaient à accepter l'impermanence.
La mort, omniprésente, cessait d'être une ennemie abstraite. Elle devenait une compagne silencieuse, toujours proche, toujours possible. Sur les champs de bataille, cette évolution se faisait sentir. Certains guerriers combattaient avec une froideur presque détachée, comme s'ils avaient déjà accepté leur propre fin. D'autres, au contraire, se jetaient dans la mêlée avec une fureur désespérée, cherchant dans l'instant une signification que le monde leur refusait. Le Sengoku forgeait des caractères extrêmes, brisant les faibles, transformant les survivants. Et pendant que les provinces s'embrasaient les unes après les autres, une vérité commençait à émerger, encore floue mais persistante. Cette guerre totale ne pourrait se conclure que par une domination absolue. Le Japon ne supporterait pas indéfiniment d'être morcelé. Quelque part, au cœur de cette tempête, une ambition plus vaste que les autres était en train de naître, prête à défier tous les seigneurs, toutes les armées, et peut-être même les dieux. À mesure que les années passaient, le Sengoku durcissait les hommes autant que la terre elle-même. Les provinces, labourées par les armées, devenaient méconnaissables. Là où s'étendaient autrefois des rizières tranquilles, se dressaient désormais des talus défensifs, des camps abandonnés, des champs jonchés de pieux brisés. Le paysage portait les cicatrices de la guerre, tout comme ceux qui y vivaient. Les seigneurs les plus avisés comprirent que la force brute ne suffisait plus. Gouverner un territoire conquis était devenu presque aussi difficile que de le prendre. Il fallait nourrir les troupes, apaiser les paysans, contrôler les routes commerciales, surveiller les vassaux. Un daimyo incapable d'imposer l'ordre voyait son domaine se fissurer de l'intérieur. Les révoltes éclataient sans avertissement, parfois menées par des paysans armés, parfois encouragés par des rivaux invisibles. Dans ce monde instable, le samouraï se retrouvait souvent pris entre deux feux. Servir son seigneur impliquait parfois d'écraser ceux qu'il était censé protéger. Il fallait incendier un village pour couper l'approvisionnement de l'ennemi, exécuter un chef local soupçonné de trahison, imposer des taxes qui condamnaient des familles entières à la faim. Chaque décision laissait une trace, même chez ceux qui prétendaient ne plus rien ressentir. La guerre pénétrait jusque dans l'intimité des foyers guerriers. Les femmes de samouraï apprenaient à défendre les résidences en l'absence de leur mari, maniant la lame courte avec une détermination silencieuse. Les enfants étaient élevés dans l'attente du pire, préparés à fuir ou à mourir plutôt qu'à se rendre. La transmission n'était plus seulement celle des techniques martiales, mais d'une méfiance profonde envers le monde. Et pourtant, au milieu de cette brutalité quotidienne, certains hommes commencèrent à voir plus loin que la prochaine bataille. Ils observaient le chaos, les cycles de destruction et de vengeance, et comprenaient que la guerre sans fin épuisait même les plus puissants. Un pays fragmenté ne pouvait prospérer. Les routes restaient dangereuses, les récoltes incertaines, les temples pillés. La richesse gagnée par le sabre se dissipait aussi vite qu'elle apparaissait. Ces réflexions restaient souvent silencieuses, dissimulées derrière des visages impassibles. Parler ouvertement de paix était dangereux, presque suspect. Mais dans les stratégies plus larges, dans les campagnes menées avec une précision calculée, se dessinait une autre logique. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre un rival, mais d'éliminer la possibilité même de la rivalité. Le Sengoku atteignait ainsi une nouvelle phase. La guerre ne changeait pas de nature, mais de but. Ce n'était plus la survie ou l'honneur qui guidait les ambitions les plus vastes, mais l'idée radicale d'un Japon soumis à une seule autorité. Une idée terrifiante pour certains, salvatrice pour d'autres. Et tandis que les armées continuaient de marcher, que le sang continuait de couler, cette vision grandissait dans l'ombre, prête à transformer à jamais le destin des samouraïs et du pays qu'ils déchiraient. Le temps, dans le Sengoku, ne s'écoulait plus comme autrefois. Les années se confondaient, marquées non par les récoltes ou les fêtes, mais par les campagnes militaires et les sièges. Un hiver sans bataille semblait étrange, presque inquiétant. Un printemps sans mobilisation donnait l'impression trompeuse d'un calme avant la tempête. Dans ce monde durci par la guerre, les samouraïs vétérans portaient leurs expériences comme des armures invisibles. Leurs corps étaient arqués de cicatrices
leurs gestes économes, précis. Ils parlaient peu. Ils avaient vu trop de serments brisés, trop de seigneurs tombés, trop de châteaux brûlés après avoir été jurés invincibles. Leur loyauté existait toujours, mais elle était désormais tempérée par une lucidité froide. Ils servaient, oui, mais ils observaient aussi, pesant chaque ordre, chaque décision. Les batailles elles-mêmes évoluaient. Elles devenaient plus vastes, plus organisées, moins chevaleresques. Les lignes de fantassins avançaient en rangs serrés, protégés par des murs de lances. Les commandants surveillaient le champ de bataille depuis des hauteurs, envoyant des messagers à cheval porter des ordres brefs et urgents. Le destin de milliers d'hommes pouvait basculer sur un signal mal compris ou un retard de quelques instants. Pour le samouraï au cœur de l'affrontement, le monde se réduisait à quelques mètres autour de lui. Le bruit assourdissant, la poussière, la chaleur de l'armure, la fatigue qui brûlait les muscles. Il n'y avait plus de grandes idées, plus de visions d'avenir. Il n'y avait que la survie immédiate, le rythme du combat, la nécessité de frapper avant d'être frappé. Et lorsque la bataille prenait fin, les survivants restaient debout parmi les corps, silencieux, incapables de se réjouir pleinement d'une victoire toujours provisoire. Dans les provinces conquises, l'ordre imposé par les vainqueurs restait fragile. Les anciens seigneurs avaient disparu, mais leurs partisans subsistaient, attendant l'occasion de se venger. Les samouraïs devenaient alors des gardiens, patrouillant les routes, réprimant les troubles, maintenant une paix artificielle construite sur la peur. La guerre changeait simplement de visage, se faisant plus diffuse, plus insidieuse. Certains guerriers, usés par des années de combat, se retiraient dans des temples ou dans des domaines isolés, cherchant à échapper au cycle sans fin. D'autres, au contraire, s'endurcissaient davantage, convaincus que seule une victoire totale pourrait donner un sens au sacrifice consenti. Pour eux, la mort de milliers d'hommes n'était pas vaine si elle menait à un ordre durable. Ainsi, le Sengoku avançait inexorablement vers son point de rupture. Chaque conquête, chaque élimination d'un rival réduisait le nombre de prétendants mais augmentait l'intensité de la lutte. Les ambitions restantes devenaient plus vastes, plus dangereuses. Et dans le fracas continu des armes, une certitude s'imposait peu à peu. La fin de cette époque ne serait pas douce. Elle exigerait un prix terrible, payé par le sang de ceux qui avaient grandi, vécu et combattu dans l'ombre éternelle de la guerre. À ce stade du Sengoku, la guerre avait cessé d'être un moyen, elle était devenue une condition d'existence. Les seigneurs qui survivaient le faisaient parce qu'ils avaient compris une règle fondamentale. Hésiter, c'était mourir. Chaque décision devait être tranchante, irrévocable, quitte à écraser des vies entières sous son poids. Les armées grossissaient encore. Les simples affrontements entre clans se transformaient en campagnes de grande ampleur, mobilisant des dizaines de milliers d'hommes. Les routes étaient noires de soldats en marche, de convois de vivres, de chevaux épuisés. La discipline devenait essentielle. Un seul pillage non contrôlé pouvait retourner une population entière contre son nouveau maître. Un seul massacre inutile pouvait nourrir une révolte pendant des générations. Dans ce contexte, le rôle du samouraï se transformait une fois de plus. Il n'était plus seulement un combattant ou un vassal, il devenait un rouage dans une structure militaire de plus en plus complexe. Certains étaient affectés à la logistique, d'autres à la surveillance des territoires, d'autres encore à l'encadrement des troupes paysannes. La gloire individuelle s'effaçait devant l'efficacité collective. Les héros solitaires devenaient des exceptions dangereuses. Cette évolution provoquait des tensions profondes. De nombreux samouraïs, nourris depuis l'enfance par des récits d'exploits et de duels, se retrouvaient réduits à des fonctions anonymes. Ils obéissaient, exécutaient, comptaient les rations et surveillaient des routes boueuses au lieu de charger sabre levé. Pour certains, c'était une humiliation silencieuse. Pour d'autres, une adaptation nécessaire. Ceux qui refusaient de changer disparaissaient rapidement. Dans les camps militaires, les nuits étaient lourdes. Autour des feux, les conversations se faisaient rares. Les vétérans savaient que trop parler attirait le malheur. Les plus jeunes écoutaient, apprenant sans mots. On évoquait parfois les provinces natales, les maisons perdues, les familles laissées derrière.
mais ces souvenirs semblaient appartenir à une autre vie. Le Sengoku avait dévoré les racines de chacun. La violence elle-même se faisait plus méthodique. Les sièges étaient planifiés sur des mois. On coupait l'eau, les routes, les espoirs. La famine devenait une arme. Les châteaux tombaient non dans un fracas héroïque, mais dans un silence désespéré, lorsque les défenseurs n'avaient non plus la force de lever leurs armes. Les survivants étaient souvent contraints de changer de maître, jurant une loyauté qui, au fond d'eux, n'avait plus la même signification. Et pourtant, malgré cette brutalité calculée, une étrange aspiration persistait. Plus les guerres devenaient vastes, plus l'idée d'un terme définitif gagnait en force. Les samouraïs, même ceux qui n'osaient l'admettre, rêvaient d'un monde où l'ordre serait stable, où l'on n'aurait plus à vivre en armure, où la mort ne guetterait pas à chaque tournant de chemin. Mais ce rêve avait un prix. Pour mettre fin à toutes les guerres, il faudrait en mener une dernière, plus implacable que toutes les autres. Une guerre qui ne laisserait aucune place au compromis, aucune survie aux ambitions concurrentes. Et à mesure que cette idée prenait forme, le Sengoku se rapprochait de son apogée, entraînant les samouraïs toujours plus profondément dans un destin qu'ils n'avaient pas choisi, mais qu'ils allaient devoir accomplir. À l'approche de cette phase ultime du Sengoku, l'atmosphère elle-même semblait se densifier. Les saisons passaient, mais l'air restait chargé d'une tension invisible, comme si la terre savait que quelque chose de décisif approchait. Les provinces restantes n'étaient les plus nombreuses, mais elles étaient puissantes, gouvernées par des hommes aguerris, entourés de généraux qui avaient survécu à des décennies de conflits. Les samouraïs sentaient ce changement avant même de le comprendre. Les ordres devenaient plus précis, plus impitoyables. Il n'était plus question de démonstration de force symbolique ou de guerre d'usure locale. Chaque campagne avait désormais un objectif clair: anéantir la capacité de l'ennemi à se relever. Les forteresses étaient reprises une à une, méthodiquement, comme si l'on refermait lentement un piège gigantesque autour du pays tout entier. Dans les rangs, une fatigue profonde s'installait. Ce n'était pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. Les samouraïs les plus anciens se souvenaient d'un temps où ils combattaient pour un clan, pour une terre, parfois même pour un idéal. Désormais, ils combattaient pour une conclusion. Ils ne savaient pas quelle forme elle prendrait, mais ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La loyauté, jadis absolue, se chargeait de nuances dangereuses. Certains seigneurs exigeaient une obéissance totale, sans laisser la moindre place au doute. D'autres cherchaient à séduire leurs vassaux par des promesses d'ordre et de stabilité future. Le samouraï se retrouvait à devoir croire en des lendemains qu'il n'était pas certain de voir. Suivre un maître devenait un acte de foi autant qu'un devoir. Les batailles de cette période se distinguaient par leur intensité froide. Il n'y avait plus d'élan romantique, plus de cris héroïques destinés à impressionner l'ennemi. Les armées avançaient comme des mécanismes parfaitement réglés. Les erreurs étaient impitoyablement exploitées. Une aile affaiblie entraînait l'effondrement total d'une force entière. Les défaites étaient rarement partielles, elles étaient définitives. Dans les villages et les villes, les habitants ressentaient eux aussi ce resserrement du destin. Beaucoup comprenaient que ces guerres n'étaient pas comme les autres. Les révoltes se faisaient plus rares, non par soumission, mais par épuisement. Les populations aspiraient à un pouvoir unique, quel qu'il soit, tant qu'il mettait fin à l'incertitude permanente. La peur changeait de forme, elle ne venait plus de l'ennemi inconnu, mais de la durée interminable de la guerre elle-même. Les samouraïs observèrent ces signes, souvent en silence. Ils comprenaient que leur rôle touchait à un tournant. Ils n'étaient plus seulement les instruments d'une destruction incessante, mais les acteurs d'une transformation irréversible. Le monde qu'ils avaient connu, fait de rivalités infinies et de combats sans fin, était en train de s'achever. Et dans cette fin annoncée, une question demeurait lourde et obsédante. Lorsque la guerre serait enfin terminée, que deviendrait-il ? Les hommes façonnés uniquement pour le combat trouveraient-ils une place dans un monde ordonné ? Ou bien seraient-ils, à leur tour, des vestiges d'une époque trop violente pour survivre à sa propre victoire ? Le Sengoku avançait vers son crépuscule, et avec lui,
le destin des samouraïs se rapprochait d'un jugement que nul ne pouvait encore formuler. Le crépuscule du Sengoku ne fut pas une extinction soudaine, mais une longue combustion. Les dernières grandes puissances encore debout concentraient désormais des forces qu'aucune province isolée n'aurait pu imaginer quelques décennies plus tôt. Les armées n'étaient plus seulement des rassemblements de guerriers loyaux, mais des instruments façonnés par l'expérience, la peur et l'habitude de vaincre ou de mourir. Les samouraïs, au cœur de ces masses en mouvement, ressentaient une étrange contradiction. Plus la fin semblait proche, plus chaque bataille devenait lourde à porter. La victoire n'apportait plus de joie, seulement un soulagement temporaire. La défaite, elle, ne laissait aucune place à l'apprentissage. Elle signifiait l'anéantissement. Il n'y avait plus de seconde chance, plus de retraite honorable. Le Sengoku exigeait tout jusqu'au dernier souffle. Les campagnes finales se distinguaient par leur brutalité implacable. Les terres ennemies étaient systématiquement vidées de leurs ressources, les forteresses isolées les unes après les autres, privées de toute aide extérieure. Les samouraïs chargés de ces opérations savaient que chaque village détruit, chaque route coupée, rapprochait la guerre de sa fin, mais éloignait aussi toute possibilité de réconciliation future. La paix qui se dessinait serait bâtie sur des ruines profondes. Dans les rangs, les conversations changeaient. On parlait moins de gloire et davantage de ce qui viendrait après. Certains rêvaient de terres promises, d'un domaine où posaient enfin leurs armes. D'autres, plus lucides ou plus désabusés, comprenaient que l'ordre nouveau n'aurait besoin que d'un nombre limité de guerriers. Les autres seraient écartés, oubliés, ou forcés de se réinventer dans un monde qui n'aurait plus besoin de leur violence. Les vétérans observaient les plus jeunes avec un regard mélancolique. Ces derniers n'avaient connu que la guerre totale, sans transition, sans souvenir d'un Japon différent. Pour eux, l'idée même de paix semblait abstraite, presque inquiétante. Comment vivre sans ordre quotidien, sans ennemis clairement désignés, sans l'adrénaline constante du combat? Le Sengoku avait forgé leur identité, et les privés de la guerre revenaient à les priver d'eux-mêmes. À mesure que les derniers obstacles tombaient, le silence commençait à s'étendre derrière les armées victorieuses, un silence étrange, lourd, peuplé de questions sans réponse. Les routes autrefois saturées de troupes se vidaient lentement, les tambours se taisaient. Les messagers portaient moins d'ordres urgents et davantage de proclamations, annonçant un nouvel ordre, encore fragile, encore contesté dans les esprits. Les samouraïs, debout dans ce calme naissant, comprenaient confusément qu'ils avaient atteint un seuil. La guerre qui avait consumé leur jeunesse, leur famille et leurs illusions touchait à sa fin, mais elle laissait derrière elle des hommes incapables de revenir en arrière. Le Sengoku ne se contentait pas de transformer le pays, il avait remodelé les âmes. Et tandis que le Japon s'approchait d'une unification arrachée au chaos, une vérité demeurait silencieuse et implacable. Même lorsque les épées seraient rangées, l'ombre de cette époque continuerait de planer sur chaque décision, chaque loi, chaque vie. Le Sengoku s'achevait, mais ses cicatrices, elles, venaient à peine de commencer à se refermer. Lorsque la domination finale commença à se dessiner, elle ne fut pas annoncée par une célébration, mais par une lassitude profonde. Les derniers bastions tombaient les uns après les autres, non dans l'ivresse du combat, mais dans une résignation silencieuse. Les seigneurs vaincus comprenaient qu'il n'y avait plus d'alliés à appeler, plus de retournement possible. La guerre avait consommé toutes les alternatives. Les samouraïs entraient dans ces châteaux vaincus avec une gravité nouvelle. Il n'y avait plus de haine brûlante, seulement l'exécution méthodique d'un ordre devenu inévitable. Certains défenseurs choisissaient la mort plutôt que la soumission, fidèles jusqu'au bout à une conception ancienne de l'honneur. D'autres ployaient le genou, conscients que survivre était désormais la seule forme de courage possible. Le Sengoku ne jugeait plus. Il avançait. Dans les territoires nouvellement soumis, l'ordre était imposé avec une rigueur implacable. Les armes étaient confisquées, les fortifications démantelées, les anciens chefs remplacés. Les samouraïs servaient d'intermédiaires entre la volonté du pouvoir central et une population méfiante,
épuisés. Ils patrouillaient, appliquaient des lois nouvelles, étouffaient dans l'œuf toute tentative de résistance. La guerre s'effaçait peu à peu, remplacée par une paix dure, presque étrangère. Mais cette transition était douloureuse. Pour beaucoup de guerriers, l'arrêt des combats laissait un vide vertigineux. Les gestes appris pour tuer, survivre et obéir perdaient à leur sens. Certains tentaient de s'accrocher à de nouvelles fonctions, devenant administrateurs, gardiens, enseignants d'armes. D'autres sombraient dans l'errance, incapables de trouver leur place dans un monde qui ne leur demandait plus de mourir chaque jour. Les vétérans observaient les jeunes samouraïs avec inquiétude. Ceux-ci n'avaient jamais appris à vivre autrement. Leur identité entière avait été façonnée par la guerre. Sans elle, ils se sentaient inutiles, presque transparents. La discipline qui les avait maintenus en vie devenait une cage invisible. L'ordre nouveau exigeait obéissance et retenue, là où le Sengoku avait récompensé l'audace et la violence. Dans le silence retrouvé des provinces, les temples se remplissaient à nouveau. Les prières n'étaient plus pour la victoire, mais pour l'apaisement des esprits. Les moines parlaient de reconstruction, de renouveau, de cycles qui se ferment. Les samouraïs écoutaient sans toujours comprendre. Comment reconstruire lorsqu'on a passé sa vie à détruire? Pourtant, malgré les doutes et les cicatrices, une transformation lente s'opérait. Les routes devenaient plus sûres, les marchés renaissaient, les champs, enfin, pouvaient être semés sans crainte d'être piétinés par une armée en marche. Le peuple, prudent mais soulagé, commençait à croire que cette paix, aussi sévère soit-elle, pouvait durer. Les samouraïs se tenaient à la frontière de deux mondes. Ils étaient les enfants du chaos et les gardiens de l'ordre nouveau. Leur passé était fait de sang et de feu, leur avenir d'incertitude et de discipline. Le Sengoku leur avait tout donné et tout pris à la fois. Et alors que cette époque s'éloignait enfin, comme un orage qui se dissipe à l'horizon, une vérité demeurait inscrite au plus profond d'eux. Le Japon qu'ils avaient contribué à forger ne serait jamais innocent. Sous la paix naissante reposait la mémoire d'une guerre si longue et si totale qu'elle avait redéfini à jamais ce que signifiait être un samouraï. Lorsque le silence s'installa vraiment, il fut presque insupportable. Après des décennies où chaque jour pouvait être le dernier, l'absence de guerre créait un vide plus angoissant que le fracas des batailles. Les samouraïs, habitués à vivre dans l'urgence, se retrouvèrent face à un temps étiré, calme, implacable. Le lendemain existait enfin, mais il n'avait plus de contours clairs. L'ordre nouveau s'enracinait lentement. Les lois se multipliaient, strictes, précises, pensées pour empêcher le retour du chaos. Les déplacements étaient contrôlés, les armes réglementées, les alliances privées surveillées avec suspicion. Pour les guerriers, cela signifiait une transformation radicale de leur rôle. Ils n'étaient plus les arbitres violents d'un monde fragmenté, mais les serviteurs disciplinés d'une autorité unique. La moindre initiative personnelle pouvait être perçue comme une menace. Certains acceptèrent cette métamorphose avec une résignation calme. Ils rangèrent leurs souvenirs de bataille comme on referme une plaie ancienne, trouvant dans la stabilité une forme de soulagement. Ils enseignèrent aux plus jeunes non plus comment survivre dans la guerre, mais comment maîtriser leurs instincts, comment obéir sans questionner, comment vivre dans un monde où le sabre devait rester au fourreau. D'autres, en revanche, ne purent s'adapter. La paix les étouffait. Ils erraient dans les villes et les campagnes, incapables de se détacher d'un passé qui les avait définis. Pour eux, le Sengoku n'était pas une époque révolue, mais une partie intégrante de leur être. Certains sombraient dans l'alcool, d'autres cherchaient des causes perdues, des conflits mineurs, n'importe quoi qui puisse rappeler la tension d'autrefois. Le monde ordonné n'avait pas de place pour leur feu intérieur. La mémoire de la guerre, pourtant, ne disparaissait pas. Elle se transmettait dans les récits murmurés, dans les silences lourds lors des cérémonies, dans le regard des anciens. Chaque château reconstruit, chaque route sécurisée, reposait sur des fondations invisibles de sang et de sacrifice. La paix n'effaçait rien, elle recouvrait seulement les cicatrices d'une couche fragile de stabilité. Les samouraïs comprenaient alors une vérité qu'ils n'avaient jamais eu le loisir d'affronter pendant les combats.
Ils étaient à la fois les artisans et les victimes de cette transformation. Sans eux, le chaos n'aurait jamais pris fin, mais à cause de cette fin même, leur raison d'être s'était évanouie. Le Sengoku les avait forgés pour une époque qui ne devait plus exister, et ainsi s'achevait lentement l'ère des provinces en guerre, non dans un éclat glorieux, mais dans une transition douloureuse, marquée par le poids de ce qui avait été perdu pour que l'ordre puisse naître. Le Japon entrait dans un temps nouveau, plus stable, plus contrôlé, mais à jamais marqué par l'ombre de cette époque dévorante. Les samouraïs, eux, demeuraient comme des témoins vivants d'un monde disparu. Derrière leur calme apparence se cachait la mémoire d'une guerre totale, d'une époque où l'acier décidait de tout. Le Sengoku s'était achevé, mais son héritage continuait de battre, silencieux et profond, dans le cœur de ceux qui avaient survécu à l'ère où le Japon s'était presque consumé lui-même pour renaître. Avec le recul, l'ombre du Sengoku ne se dissipait pas aussi facilement que les proclamations officielles le laissaient croire. Même lorsque les routes étaient sûres et que les armées avaient disparu des plaines, quelque chose demeurait profondément instable dans les esprits. La paix imposée avait mis fin au fracas, mais elle n'avait pas effacé la mémoire. Elle avait seulement appris aux hommes à se taire. Les samouraïs vieillissants vivaient désormais entourés de silence. Leurs journées se déroulaient dans une routine ordonnée, presque mécanique. Ils surveillaient des greniers, administraient des villages, rendaient une justice encadrée par des règles strictes. Pourtant, dans leurs gestes les plus simples, subsistait une vigilance acquise au fil des batailles. Même au repos, leur corps semblait dit prêts à réagir, comme s'ils attendaient un signal qui ne viendrait plus. Chez les plus jeunes, ceux qui avaient grandi à la frontière entre la guerre et la paix, une confusion sourde s'installait. On leur avait appris à se battre, à obéir, à mourir, si nécessaire, mais on leur demandait désormais de vivre dans la retenue. Leur formation martiale se poursuivait, non pour être utilisée, mais pour être maîtrisée, contenue. Le sabre devenait un symbole plus qu'un outil, un rappel constant d'une violence qu'il ne fallait plus libérer. Dans les foyers, les récits du Sengoku prenaient une autre forme. On ne racontait plus les batailles avec exaltation, mais avec gravité. Les noms des morts étaient prononcés à voix basse. Les erreurs, les trahisons, les atrocités n'étaient plus glorifiées, mais évoquées comme des avertissements. La guerre cessait peu à peu d'être un modèle à imiter pour devenir une leçon à ne pas oublier. La société tout entière portait les traces de cette longue convulsion. La méfiance restait ancrée dans les relations humaines. Les sourires étaient mesurés, les promesses prudentes. On savait désormais ce qu'un effondrement de l'ordre pouvait produire. Cette connaissance collective, née dans la souffrance, devenait le véritable fondement de la paix. Non une paix idéale, mais une paix consciente de sa fragilité. Les samouraïs comprenaient alors que leur héritage ne résidait pas seulement dans leurs exploits passés, mais dans cette retenue nouvelle qu'on exigeait d'eux. Leur rôle n'était plus de conquérir, mais de rappeler silencieusement ce que le chaos avait coûté. Ils étaient devenus les gardiens d'une mémoire dangereuse, celle d'un monde où la guerre avait été la norme. Ainsi, même après la fin officielle de l'époque des provinces en guerre, le Sengoku continuait de vivre non plus dans les batailles, mais dans les esprits. Il avait forgé une société obsédée par l'ordre, méfiante envers l'ambition débridée, consciente que la paix n'était jamais un état naturel, mais une construction fragile, arrachée à la destruction. Et les samouraïs, derniers témoins de cette ère dévorante, avançaient désormais dans un monde qu'ils avaient contribué à créer, mais qui leur demandait, pour survivre, de ne plus jamais redevenir ce qu'ils avaient été. Avec le passage des années, une évidence s'imposait lentement, presque douloureusement. Le Sengoku n'avait pas seulement changé la carte du Japon, il avait remodelé la notion même de pouvoir. La force brute, autrefois seule mesure de la légitimité, était désormais enfermée dans des règles, canalisées, surveillées. Ce qui avait été gagné par le sabre devait être conservé par l'ordre. Les samouraïs, devenus piliers de cette stabilité imposée, vivaient dans une contradiction permanente. Leur formation, leur identité, leur honneur provenaient d'un monde
où l'initiative violente était récompensée. Désormais, la moindre désobéissance pouvait être perçue comme une menace contre l'équilibre fragile chèrement acquis. Ils apprenaient à mesurer chacun de leurs gestes, chacun de leurs mots. Le silence devenait une nouvelle forme de discipline. Dans les écoles martiales, l'enseignement changeait de ton. On insistait moins sur l'élan, davantage sur le contrôle. Le combat n'était plus présenté comme une finalité, mais comme une possibilité extrême, presque honteuse, à éviter autant que possible. Les maîtres parlaient de patience, de retenue, de responsabilité. Le sabre, jadis outil de survie quotidienne, devenait un symbole de ce qui devait rester contenu. Pourtant, sous cette surface ordonnée, le souvenir de la guerre demeurait intact. Les anciens savaient que la paix reposait sur une vigilance constante. Ils avaient vu trop d'ordres s'effondrer pour croire à une stabilité éternelle. Cette conscience les rendait à la fois indispensables et dangereux. Indispensables parce qu'ils comprenaient le chaos. Dangereux parce qu'ils savaient comment le recréer. Dans les campagnes, la vie reprenait lentement. Les champs étaient cultivés sans crainte immédiate, les villages reconstruits, les fêtes saisonnières réintroduites avec prudence. Mais même dans ces moments de calme, les regards se tournaient instinctivement vers les anciens guerriers. Leur présence rassurait autant qu'elle rappelait ce qui avait été traversé. Ils incarnaient la frontière invisible entre l'ordre et l'effondrement. Le Sengoku, en disparaissant, avait laissé derrière lui une société obsédée par la prévention du conflit. Chaque règle, chaque hiérarchie, chaque restriction portait en elle la mémoire d'un excès passé. La paix n'était pas célébrée comme une victoire éclatante, mais maintenue comme une nécessité vitale. Elle était austère, sévère, parfois injuste, mais préférable à l'abîme que tous avaient connu. Les samouraïs comprenaient alors que leur rôle ultime n'était ni la conquête ni la gloire, mais la transmission. Transmettre le souvenir d'un monde où tout pouvait être perdu en un instant. Transmettre la leçon d'une époque où l'ambition sans limite avait consumé des générations entières. Ils étaient devenus les gardiens d'un avertissement silencieux. Ainsi, même loin des batailles, le Sengoku continuait d'exister, inscrit dans les lois, dans les mentalités, dans la retenue imposée aux hommes d'armes. Il n'était plus une époque de guerre, mais une cicatrice collective, profonde, invisible, déterminant chaque pas du Japon nouveau. Et dans ce monde apaisé en apparence, les samouraïs avançaient avec une certitude grave. La paix n'était pas un don, mais une responsabilité constante, née du chaos, entretenue par la mémoire et menacée à chaque instant par l'oubli. Avec le temps, la génération façonnée entièrement par le feu du Sengoku commença à disparaître. Les anciens samouraïs s'éteignaient un à un, emportant avec eux des souvenirs que personne ne souhaitait vraiment entendre, mais que nul ne pouvait totalement ignorer. Leurs funérailles étaient sobres, peu de paroles, peu de larmes. La guerre leur avait appris à mourir sans bruit. Ceux qui restaient observaient ce passage avec une gravité silencieuse. Ils comprenaient qu'ils étaient désormais les derniers porteurs d'une mémoire directe, non filtrée par les récits officiels ou les chroniques édulcorées. Ce qu'ils avaient vu ne pouvait pas être entièrement transmis. Les odeurs, la peur constante, l'instant précis où une vie bascule, tout cela se perdait avec eux. Et pourtant, l'empreinte demeurait. Dans les nouvelles générations de samouraïs, une distance se créait. Ils respectaient l'héritage, apprenaient les techniques, récitaient les noms des batailles passées, mais leur rapport à la violence était différent. Pour eux, la guerre appartenait à l'histoire, non à l'expérience vécue. Le Sengoku devenait un récit fondateur, presque mythique, une époque extrême qui expliquait la rigueur du présent sans en menacer directement la stabilité. Les anciens observaient cela avec des sentiments mêlés. Une part d'eux se réjouissait de voir la guerre s'éloigner réellement, de sentir que le Japon pouvait enfin respirer sans craindre l'effondrement immédiat. Une autre part, plus sombre, savait que l'oubli progressif portait en lui un danger, car ce n'était pas la guerre en elle-même qui détruisait les sociétés, mais l'illusion qu'elle pouvait être maîtrisée ou justifiée indéfiniment. Ainsi, dans les écoles, dans les foyers, dans les temples,
le Sengoku se transformait lentement en avertissement moral. On parlait de démesure, d'ambition incontrôlée, de loyauté dévoyée. La figure du samouraï changeait encore, moins conquérant, plus gardien, presque austère. L'idéal n'était plus de vaincre mais de préserver. Pourtant, sous cette surface disciplinée, l'héritage du chaos n'était jamais totalement effacé. Les structures de pouvoir, les hiérarchies strictes, la surveillance constante existaient précisément parce que le Sengoku avait montré ce qui arrivait lorsque ces barrières cédaient. La paix reposait sur une mémoire douloureuse et chacun, consciemment ou non, vivait à l'ombre de cette leçon. Les samouraïs comprenaient alors qu'ils n'avaient pas seulement combattu pour unifier un pays. Ils avaient involontairement créé une culture de retenue, de contrôle, parfois même de peur de soi-même. Leur épée, autrefois prolongement naturel de leur volonté, devenait un rappel permanent de ce qui devait rester enfoui. Ainsi, le Sengoku ne se refermait jamais complètement. Il survivait dans la manière de gouverner, dans la prudence excessive, dans la rigidité assumée de l'ordre nouveau. Il survivait surtout dans les silences, là où les mots n'osaient plus s'aventurer, et les derniers témoins de cette époque, conscients d'être à la frontière entre deux mondes, poursuivaient leur route avec une certitude grave. Le plus grand héritage de la guerre n'était pas la victoire, mais la peur de devoir un jour la revivre. À ce stade, le Sengoku avait cessé d'être une époque clairement délimitée dans le temps. Il s'était dissous dans la structure même du pays, comme un poison lent devenu partie intégrante du sang. Les générations qui n'avaient jamais connu la guerre directe vivaient pourtant sous son influence constante, façonnées par des règles, des peurs et des silences hérités de ce chaos ancien. Les samouraïs encore en vie sentaient cette transformation avec une acuité particulière. Ils voyaient le monde se stabiliser autour d'eux, mais ne parvenaient jamais à s'y abandonner pleinement. Chaque signe d'ordre leur rappelait ce qu'il avait fallu détruire pour l'obtenir. Chaque loi stricte évoquait une ancienne trahison. Chaque contrôle dissimulait la crainte d'un retour à l'anarchie. Le pouvoir, désormais centralisé, se méfiait profondément de ceux qui avaient survécu au Sengoku, non par haine, mais par compréhension. Ces hommes savaient comment un système se brise. Ils avaient vu des seigneurs tout-puissants tomber en quelques jours, des alliances solides se désintégrer en une nuit. Leur expérience faisait d'eux à la fois des piliers indispensables et des menaces potentielles. On les honorait, mais on les surveillait. Dans leur quotidien, cette méfiance prenait la forme de responsabilités soigneusement encadrées. On leur confiait l'ordre, mais jamais l'initiative totale. On respectait leur rang, mais on limitait leur influence. Le Sengoku avait appris au Japon qu'aucun homme, aussi compétent soit-il, ne devait concentrer trop de pouvoir. Cette leçon, écrite dans le sang, ne serait jamais oubliée. Les anciens samouraïs observaient les jeunes avec une distance silencieuse. Ils les voyaient disciplinés, instruits, respectueux des règles, mais privés de cette compréhension instinctive du chaos. Les jeunes connaissaient la guerre par les récits, par les enseignements moraux, mais non par l'expérience viscérale. Ils n'avaient jamais senti le sol trembler sous une charge massive, ni vu un ordre s'effondrer en quelques instants. Cette absence était à la fois une victoire et une fragilité. Dans les temples et les écoles, le Sengoku était désormais évoqué comme une époque de folie collective. On insistait sur la nécessité de l'ordre, sur les dangers de l'ambition personnelle, sur la vertu de l'obéissance. Peu à peu, la guerre cessait d'être perçue comme un destin possible et devenait une aberration historique. Mais ceux qui l'avaient vécu savaient à quel point cette frontière était fragile. Ils comprenaient que la paix n'était pas née d'un apaisement naturel, mais d'une fatigue extrême, une fatigue si profonde qu'elle avait brisé la volonté de lutter encore. Ce n'était pas la sagesse qui avait mis fin au Sengoku, mais l'épuisement. Et cette vérité, rarement formulée, restait tapie sous la surface de la stabilité retrouvée. Ainsi, les derniers témoins de l'époque des provinces en guerre poursuivaient leur existence avec une lucidité mélancolique. Ils avaient survécu à un monde dévoré par la violence, mais ne pouvaient jamais s'en détacher complètement. Le Sengoku vivait encore en eux, dans leurs réflexes, dans leur prudence excessive.
dans leur incapacité à croire pleinement en un avenir sans effondrement. Et tandis que le Japon avançait, ordonné, discipliné, presque immobile, ces hommes savaient une chose que les autres ne pouvaient qu'imaginer. Sous la surface la plus calme peut sommeiller une tempête, et il suffit parfois de très peu pour réveiller ce que l'histoire a tenté d'enterrer. À mesure que cette longue transition touchait à son terme, le Sengoku cessait même d'être nommé. Il devenait un arrière-plan tacite, une présence muette que l'on n'évoquait plus directement, mais qui conditionnait chaque geste. Le pays semblait apaisé, presque figé dans une stabilité soigneusement entretenue. Pourtant, cette immobilité même était le fruit d'une peur ancienne, profondément enracinée. Les samouraïs qui avaient traversé l'époque des provinces en guerre jusqu'à son extinction sentaient leur monde se refermer lentement. Ils n'étaient plus nécessaires comme ils l'avaient été. Leur savoir du combat, de la ruse, de la survie extrême appartenait désormais à un passé que l'on préférait ne plus convoquer. Ils devenaient des figures de transition, respectées mais progressivement mises à l'écart, comme si leur simple présence rappelait un danger que l'ordre nouveau voulait oublier. Certains acceptèrent cette disparition silencieuse. Ils s'éteignirent dans la discrétion, laissant derrière eux peu de traces, conscients que leur époque n'appelait ni monument ni célébration. D'autres résistèrent intérieurement, non par la violence, mais par une forme de retrait. Ils se murèrent dans le silence, observant un monde qui avançait sans eux, convaincus que cette paix, aussi solide qu'elle paraisse, reposait sur une mémoire de destruction que nul ne devait jamais perdre complètement. Le Japon, désormais unifié et discipliné, avançait avec prudence. Chaque décision politique, chaque règle imposée, chaque hiérarchie rigide portait l'empreinte d'une leçon apprise trop chère. On préférait l'excès de contrôle au moindre risque de fragmentation. Le Sengoku avait montré ce qui arrive lorsque l'ambition individuelle dépasse les limites. Cette vérité structurait désormais l'avenir. Dans les générations suivantes, la figure du samouraï se transforma encore. Il devint un symbole d'autodiscipline, de loyauté encadrée, presque d'effacement de soi. Le guerrier flamboyant, forgé dans la tempête des batailles incessantes, laissait place à un serviteur de l'ordre, chargé moins de vaincre que de prévenir. L'épée demeurait, mais comme une menace contenue, non comme une promesse d'action. Ainsi s'achevait réellement l'héritage du Sengoku, non dans la disparition brutale de ses acteurs, mais dans leur absorption lente par un monde qui avait appris à craindre ce qu'il représentait. La guerre avait cessé, mais elle avait laissé derrière elle une société construite pour ne plus jamais la permettre. Et au fond de cette paix austère, une certitude silencieuse persistait. Le Japon n'avait pas triomphé de la violence. Il avait appris à l'enchaîner. Le Sengoku n'était plus une époque, mais une mémoire vivante, enfermée dans les lois, dans les esprits, dans la vigilance constante de ceux qui savaient que l'ordre n'existe que tant que l'on se souvient du chaos qui l'a rendu nécessaire. Avec la 16e étape de cette longue traversée, il ne restait presque plus rien du Sengoku visible à l'œil nu. Les traces matérielles s'étaient estompées, les champs étaient cultivés, les routes entretenues, les châteaux devenus centres administratifs plutôt que bastions de guerre. Et pourtant, pour ceux qui avaient vécu la tempête, la fin n'était jamais totale. Les derniers samouraïs du Sengoku marchaient dans ce Japon ordonné comme des survivants d'un monde englouti. Ils voyaient la discipline partout, dans la posture des soldats, dans la manière de parler aux supérieurs, dans la retenue imposée aux émotions. Ce n'était pas une paix naturelle, mais une paix apprise, répétée, imposée génération après génération pour éviter le retour de l'horreur. Leurs souvenirs, désormais, n'avaient plus de place officielle. Les chroniques réduisaient la guerre à quelques événements majeurs, à des dates, à des noms figés. La réalité vécue, la faim, la peur constante, les choix impossibles disparaissaient derrière une façade de récits maîtrisés. Le Sengoku devenait une histoire contrôlée, débarrassée de ce qui pouvait encore déranger. Les anciens le ressentaient avec une amertume discrète. Ils savaient que cette simplification était nécessaire pour que l'ordre survive,
Trop de vérité risquait de fissurer l'équilibre fragile. Pourtant, il comprenait aussi le danger de cette transformation. Lorsque la guerre devient un concept lointain, elle peut à nouveau sembler acceptable. C'est pourquoi certains continuaient, dans l'ombre, à transmettre autrement, par des silences lourds, par des avertissements détournés, par une sévérité qui paraissait parfois excessive. Les samouraïs n'étaient plus des hommes d'action, mais des repères moraux austères. Leur rigidité, souvent critiquée par les plus jeunes, venait d'une connaissance intime de ce qui arrive lorsque les limites disparaissent. Ils ne cherchaient plus à convaincre, seulement à contenir. Leur existence même devenait une barrière invisible entre le présent et le chaos passé. À mesure que ces derniers témoins disparaissaient, le Sengoku entrait dans une phase encore plus subtile, celle de la mémoire collective abstraite. Il cessait d'être incarné par des hommes vivants pour devenir une peur diffuse, inscrite dans les institutions, dans la culture, dans la méfiance instinctive envers toute ambition trop rapide, trop personnelle, trop éclatante. Ainsi, la 16e étape n'était plus celle de la guerre, ni même de sa cicatrisation, mais celle de son enfouissement. Le Japon avançait, stable, contrôlé, presque immobile. Et sous cette immobilité reposait un pacte silencieux, ne jamais oublier complètement ce qui avait été vécu, sans jamais le revivre. Les samouraïs, derniers héritiers conscients du Sengoku, savaient qu'ils approchaient de la fin de leur rôle historique. Ils n'étaient plus nécessaires comme guerriers, ni même comme administrateurs. Ils étaient nécessaires comme mémoire vivante, et cette nécessité, paradoxalement, disparaissait avec eux. Le Sengoku touchait alors à sa véritable conclusion, non pas lorsque les armes s'étaient tues, mais lorsque ceux qui savaient réellement ce qu'elles avaient fait commençaient à s'effacer, laissant derrière eux un pays en paix, fragile, discipliné et profondément marqué par une guerre si longue qu'elle avait appris au Japon à craindre autant l'ambition que le chaos. Lorsque vint la dernière étape, il n'y eut ni rupture ni révélation. Rien ne s'effondra, rien ne s'embrasa. La fin du Sengoku ne se manifesta pas comme un événement, mais comme une absence. L'absence définitive de ceux qui savaient. L'absence d'un regard capable de reconnaître, au premier frémissement, les signes du chaos. Les derniers samouraïs de cette époque quittèrent le monde sans laisser de vacarme derrière eux. Ils moururent dans un Japon ordonné, discipliné, presque figé dans sa volonté de ne plus jamais sombrer. Autour d'eux, la société continuait de fonctionner avec une précision rigide, convaincue que l'équilibre atteint était désormais naturel. Peu se souvenaient que cette stabilité était née d'une fatigue extrême, d'un pays brisé par des générations de guerres ininterrompues. Avec leur disparition, quelque chose se referma. Le Sengoku cessait d'être une mémoire vécue pour devenir un héritage abstrait. Il entrait définitivement dans les livres, dans les récits officiels, dans les leçons morales soigneusement épurées. La peur viscérale, celle qui naît du souvenir direct de la famine, des sièges, des trahisons nocturnes, s'atténuait. Elle ne disparaissait pas complètement, mais elle perdait sa voix. Le Japon avançait désormais porté par des règles, non par des souvenirs. Les structures mises en place pour empêcher le retour du chaos continuaient d'exister, mais leur origine devenait floue. L'ordre persistait, mais la raison profonde de sa nécessité se diluait lentement. C'était là la victoire ultime du Sengoku et peut-être son dernier danger. Les samouraïs avaient été les instruments d'une destruction totale, puis les gardiens d'une paix sévère. Ils avaient combattu sans savoir qu'ils œuvraient à rendre leur propre existence obsolète. Leur héritage n'était ni la conquête ni la gloire, mais une société construite sur la méfiance de l'ambition, sur la peur du désordre, sur la mémoire d'un monde qui avait presque cessé d'exister sous le poids de ses propres guerres. Ainsi s'achevait réellement l'ère des provinces en guerre, non par une victoire éclatante, ni par un traité solennel, mais par l'extinction progressive de ceux qui en portaient la vérité. Le Sengoku ne laissa pas derrière lui une légende triomphante, mais une conscience collective façonnée par la douleur, la retenue et la vigilance. Le Japon entra dans un temps nouveau, stable en apparence, rigide en profondeur.
Et sous cette stabilité reposait un héritage invisible, transmis sans mots, la certitude que la paix n'est jamais un état naturel, mais une construction fragile, née du chaos, maintenue par la mémoire, et menacée dès l'instant où l'on croit ne plus en avoir besoin. Ainsi le Sengoku ne mourut jamais vraiment. Il devint le silence même sur lequel fut bâti le monde qui lui succéda.